à un moment donné, il me semble que les Français doivent se poser la question, est-ce ainsi qu'on veut vivre? Est-ce ainsi qu'on veut continuer à vivre? Est-ce que c'est vraiment important de continuer à vivre dans la dénonciation perpétuelle des délits d'opinion, des indignations constantes? Bedos a dit ça, je veux dire, Bob Dylan a dit ça, hop, tribunal, tribunal, tribunal. Je veux dire, où va-t-on? Jean-Brico, bonjour. Bonjour Valentin. Aujourd'hui, dimanche 26 janvier, vous êtes de passage à Paris, notamment pour promouvoir votre dernier livre, Les censeurs contre la République, un livre particulièrement d'actualité au vu de ce qui se passe en ce moment en France, notamment avec le phénomène Dieudonné. Oui. Je dois quand même préciser que j'ai commencé à écrire ce livre en été 2012 et je n'ai pas prévu qu'il aurait la promotion qu'il reçoit de la part du ministre de l'Intérieur actuel en France. Ce n'était pas prévu. Il ne faut pas croire que j'ai écrit ce livre en 3 semaines ou que c'est le genre de livre qui est écrit en réaction à l'actualité. Il y a longtemps que je pense à ce livre, des années que je pense à ce genre de choses. Alors, en tout cas, vous nous avez envoyé le PDF, j'ai pu le lire donc cette nuit. C'était vraiment une lecture très enrichissante, une démarche somme toute assez scientifique. On va avoir l'occasion de le développer. Alors, vous parlez donc d'un système en France qui condamnerait certaines opinions. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous parler donc de cette base législative, oui, cette base légale concernant cet arsenal qui vise à combattre la haine? Bon, je ne vais pas tout détailler, mais il y a 2 lois principalement que je critique dans le livre. L'une, c'est la loi Pleven de 1972 et l'autre, c'est la loi dite Guesso de 1990, qui sont des ajouts à la loi sur la presse de 1881, qui était une loi relativement libérale. Et ces lois, par exemple, la loi, alors, les critiques sont différentes pour les 2 lois. La loi Pleven, elle réprime, bon, je ne vais pas donner tous les détails parce qu'ils sont dans le livre, mais elle réprime l'incitation à la haine. D'accord? Alors, incitation à la haine ou à la discrimination, etc. Bon, évidemment, ça paraît tout à fait raisonnable, qui veut inciter à la haine, etc. Mais le problème, c'est que il y a 2 problèmes. L'un, c'est que le concept est mal défini. Quand on y réfléchit, on se rend compte que les êtres humains ont tendance à avoir une opinion favorable de leur groupe par opposition aux autres. Il suffit de fréquenter n'importe quel groupe humain. Je veux dire, moi je vis en Belgique, ben, il y a 2 communautés au moins, enfin sans parler des gens d'origine immigrée, il y a les francophones et les néerlandophones. C'est évident que les francophones se voient comme ayant raison par rapport aux néerlandophones, et vice-versa. D'ailleurs, on a une loi comme ça en Belgique, mais elle ne s'applique pas aux conflits intercommunautaires. C'est très intéressant, c'est un avocat qui m'a dit ça. Il m'a dit que d'une certaine façon, notre loi antiraciste est raciste parce qu'elle ne s'applique pas aux conflits intercommunautaires. Et pourquoi? Parce que sinon les tribunaux seraient encombrés de plaintes d'une communauté contre l'autre. Chaque fois qu'il y a un homme politique qui dirait une chose d'un côté. Bon. Et donc, il y a cette tendance de l'être humain à considérer que son groupe ethnique, de sexe, etc., est d'une certaine façon vertueux, préférable, c'est la source du nationalisme, du racisme, etc. Et donc c'est très difficile de voir quand ça devient une incitation à la haine, quand arrive-t-on à une incitation à la haine. Première chose, donc c'est vague. Deuxième chose, alors ça c'est le pire de tout, on a donné à des associations le droit de se constituer partie civile, des associations qui se déclarent antiracistes. Donc ces associations qui sont subventionnées par les pouvoirs publics reçoivent de l'argent quand elles gagnent, quand elles portent plainte et qu'elles gagnent. Et elles ne sont pas suffisamment punies quand elles perdent, donc elles ont toujours intérêt à la poursuivre d'une certaine façon. Et donc ça c'est la porte ouverte à l'arbitraire parce qu'on a un délit qui est mal défini. Alors ce qui est très intéressant, je le cite parce que je pourrais citer d'autres, 1000 des penseurs anglo-saxons, mais comme on me dit toujours c'est un truc américain, ben voilà, j'ai cité Robespierre. Robespierre en 1791, il fait un discours très très clair sur la liberté d'expression où il résume tous les arguments classiques, et en particulier il dit, et c'est ça le point fondamental, c'est la distinction entre la pensée et l'action. Il dit si on parle d'un vol, d'un meurtre, etc., j'ai une idée précise de ce qui se passe. Mais si on me dit un écrit séditieux, incendiaire, raciste, etc., quelle est la définition précise?
Quelle est la définition précise? On n'arrive pas à en donner parce que la pensée humaine est flexible, on peut s'exprimer, et on le voit dans l'affaire du donné, au deuxième degré, au troisième degré, on peut... on voit que c'est ça la division correcte, c'est celle entre la pensée et l'action. Et ça, c'est la loi Pleven a détruit cette sanction. Alors la deuxième loi, on en parlera après, c'est la loi Guesso qui réprime, alors ça c'est tout autre chose, qui réprime la négation de certains faits historiques. Alors dans le cadre de la loi Pleven, vous parlez aussi de l'intention. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi l'intention avec laquelle on a dit, et c'est avec cette interprétation-là... C'est ça, le délit d'intention n'existe pas. Si j'ai l'intention de te tuer et que je ne fais rien, c'est pas un délit. Mais évidemment, le problème c'est que si, par exemple, je te renverse en voiture, on peut se poser la question de savoir si c'est accidentel ou volontaire. Ça c'est important, parce qu'il y a un délit matériel. Mais quand il n'y a pas de délit matériel, l'intention en soi n'est pas un délit. Mais quand il s'agit des paroles, et ça je donne plusieurs exemples avec Le Pen, avec toutes sortes de choses, c'est qu'évidemment, on juge les intentions supposées des gens. Donc on a rétabli le nom, et c'est automatique, parce que dès qu'on parle de paroles, il faut savoir si le type le dit au premier degré, au deuxième degré, etc. Prenons Nicolas Bedos, ça c'est arrivé après la fin de mon livre, mais il est poursuivi pour avoir des propos racistes à l'égard des Antillais, si je ne me trompe. Mais évidemment, lui, il dit, mais non, c'était au deuxième degré, moi je voulais me moquer des racistes qui parlent des Antillais. Oui, d'accord, mais c'est l'intention qu'on juge, donc on doit juger l'intention. Et je prétends qu'on n'en sort pas, et je pense que toute l'affaire qu'il y a... Bon, par exemple, Bob Dylan a fait une remarque sur les Croates, il est poursuivi par un collectif croate en France. Il n'est pas poursuivi aux États-Unis, et apparemment il n'est même pas poursuivi en Croatie, mais il a fait une interview dans le magazine Rolling Stone aux États-Unis, qui est en vente en France, clac, il est poursuivi en France pour incitation à la haine anti-croate, pour une remarque qu'il a faite concernant les Serbes et les Croates pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, il me semble évident quand on regarde l'actualité qu'on n'en sort pas. Maintenant, il y a un député, bon, je ne sais pas s'il va arriver à quelque chose, mais qui propose de faire une loi, comment dirais-je, contre la quenelle. D'accord? Interdisant la quenelle. Meir Habib, oui, voilà. Député des Français de l'étranger, la circonscription qui contient Israël. Mais, par un hasard. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est que, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on met de ses mains? Est-ce que comme ça, je ne sais pas. Je veux dire, c'est indéfinissable. Et le problème, c'est ça, c'est que quand on, comme Robespierre dit ça, quand il s'agit d'opinion, l'un le voit dans l'intention, l'autre dans l'expression, l'autre dans la chose, etc., il n'y a pas moyen d'en sortir. Et on est rentré, alors on a mis le doigt en 72, d'abord modérément, mais maintenant ça explose avec toute l'histoire de Dieudonné, la quenelle, etc., on a mis le doigt dans un engrenage. Alors, quand on met le doigt dans un engrenage, au début, ça va, mais après un certain temps, bonjour les dégâts. Et à mon avis, c'est ça, et le Guesso qui est pire encore, parce que ça, c'est encore plus particulier. Parce que l'incitation à la haine, évidemment, si par exemple, on laissait le parquet poursuivre, uniquement le parquet, tu me dis, mort aux Arabes, bon, ok, bon, mort aux Juifs, bon, ok, bon. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on regarde, alors, comme la gauche adore ces lois, j'ai pris des exemples, je n'ai pas pris que des exemples, j'ai pris des exemples où c'est des gens de gauche qui sont poursuivis grâce à ces lois qu'ils ont tellement aimées. Mermet, journaliste à France Inter, qui a fait passer dans une émission sur le conflit israélo-palestinien, il a fait passer des propos que j'analyse, qui me semblent assez radicalement anti-israéliens, mais dont je ne vois aucune incitation à la haine raciale. Le tribunal l'a reconnu, en fin de compte, il a gagné. Mais après 5 ans de procès, avec Finkielkraut comme témoin. Alors je cite Siné. Siné, il fait de l'humour sur le fait que le fils Sarkozy épouse la fille héritière de Darty, qui est d'origine juive. Alors il dit, il fera du chemin à vie, ce petit, clac, dénonciation par Askolovitch, il est poursuivi, etc. Donc, et alors Morin, qui est d'origine juive, Salna et Naïr, qui font un article de nouveau sur le conflit israélo-palestinien, qui est une critique, mais qui compare avec l'occupation de l'Algérie, qui compare avec la guerre d'Algérie. Enfin, je veux dire, quand on regarde les propos qui sont poursuivis, et où les tribunaux ont fini par donner raison aux gens qui sont poursuivis, donc là, je suis nickel. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec les tribunaux, donc on ne va pas me reprocher dans ces cas-là. Mais après des années de poursuite, d'être traîné dans la boue, d'être traîné dans la presse, etc. Et ça, évidemment, c'est très désagréable et c'est un effet de nouveau inévitable, le fait qu'on a donné à ces associations la possibilité de poursuivre. Boycott des investissements en sanctions, il n'y a qu'un seul pays où ce genre d'activité est criminalisé. Aux États-Unis, par exemple, il y a des campagnes contre ces gens-là, mais ce n'est pas poursuivi devant les tribunaux, contre des gens qui proposent de boycotter Israël. Et en France, évidemment, on s'est trouvé dans une situation intenable où une des premières qui a fait, Mme Sakina Arnaud, qui est une des premières qui a fait une action, qui a mis des autocollants dans un carrefour, boycott Israël, ou boycott apartheid plutôt,
qui avait fait la même chose 20 ans plus tôt pour l'Afrique du Sud. Elle s'est retrouvée au tribunal, elle a été condamnée, elle a eu je ne sais plus, une amende. Je veux dire, maintenant, évidemment, beaucoup de tribunaux laissent tomber parce qu'ils se rendent compte qu'on leur dit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, ils ne peuvent rien dire. Et donc, ils sont pris dans une situation de deux poids, deux mesures. Mais l'argument classique, et donc moi je ne suis pas un extrémiste de la liberté d'expression. Aux États-Unis, par exemple, il y a des associations qui considèrent que les dons financiers aux partis politiques, c'est couvert par la liberté d'expression. Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que quand on censure la parole par rapport aux actions, on tombera inévitablement dans deux poids, deux mesures. Je donne des tonnes d'exemples. Chomsky dit, si vous êtes honnête là-dessus, vous pouvez fermer toutes les bibliothèques du monde occidental, parce que des trucs d'incitation à la haine, vous en trouvez dans les livres religieux, vous en trouvez dans toute la littérature classique, vous trouvez, je cite Hegel, je cite Marx, je cite... Enfin, là, on se baisse et on en ramasse, je n'ai pas voulu faire on fait un volume, si je veux citer tous les textes, Voltaire, si on cite Voltaire sur les Juifs, on va en prison. C'est la mise au pilon du livre de Paul-Éric Blorue. Oui, ça c'est aussi, alors, bon, j'ai mentionné ce livre qui est une anthologie. Alors on peut discuter si c'est de bon goût ou de mauvais goût de faire une telle anthologie, mais il fait une anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. Bien, enfin, je crois que c'est ça le titre. Et alors, cette anthologie, la première édition, il est préfacé par Yann Moix, qui collabore à la règle du jeu, qui est donc le site de Bernard-Henri Lévy, et il est invité au salon du Moulin Hybrid. Dans la deuxième édition, qui est faite par Égalité et Réconciliation, donc par le mouvement proche d'Alain Soral, la LICRA demande qu'il soit mis au pilon. Le titre est un peu changé, il n'y a plus la préface de moi, mais à part ça, c'est le même livre. C'est quand même un peu surréaliste. Et dans la plainte de la LICRA, on dit que c'est un danger pour la sécurité nationale, un livre qui va mettre en péril la sécurité nationale de la France, ça me paraît quand même un peu faire beaucoup de crédit à un simple livre, et alors en plus qu'il y ait des messages subliminaux, parce qu'il cite les trucs sans les critiquer, mais bon, il ne peut pas non plus... Et on peut très bien dire ce livre comme un livre philosémite, on peut dire, voilà, c'est un livre qui montre que tout le monde a détesté les Juifs sans raison, etc., voilà, c'est d'ailleurs comme ça que l'a vu probablement les gens du Moulin-Hybrid qui m'ont invité. Donc, je veux dire, évidemment, il laisse au lecteur le choix de l'interprétation. Mais comme ces textes viennent de textes qui sont publiquement disponibles pour la plupart, ici Victor Hugo, je crois Dostoïevski, enfin Voltaire, bon, tout ça c'est disponible, au moins sur Internet et même dans des publications officielles. Alors il faudrait les retirer des publications officielles si on veut être cohérent. Donc c'est toujours la même histoire. Si on est cohérent dans ces histoires de lutte contre la haine, on ferme toutes les bibliothèques du monde occidental, parce qu'en plus, et ça c'est le truc que moi je trouve toujours le plus significatif, c'est les appels à la guerre. Parce que les appels à la guerre, quand il s'agit de la guerre avec la Syrie, la Libye, etc., ça c'est jamais condamné. Et s'il y a des morts après ça, ça n'est jamais condamné. Oui, mais c'est la guerre sans les mêmes. Oui, c'est ça. Mais si par exemple, prenons un autre exemple. Je lisais hier un article sur la vaccination. Il y a des centaines de milliers de gens qui meurent dans le monde à cause de l'absence de vaccination. Dans les pays pauvres, mettons que c'est dû à la pauvreté. Mais dans les pays riches, ça arrive aussi, aux États-Unis par exemple, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des campagnes contre la vaccination de la part de gens qui sont anti-scientifiques. Mais je ne connais aucun scientifique qui veut interdire ces propos. Or, ces propos ont des conséquences directes ici et maintenant, ce n'est pas des propos sur la guerre, etc., directes ici et maintenant, qui se soldent par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts dans le monde. Et cette propagande anti-vaccination, on ne veut pas l'interdire. Pourquoi les scientifiques ne veulent pas l'interdire? Parce qu'ils savent très bien que ça aurait l'effet contraire. Ça ne ferait que la renforcer, parce qu'évidemment, on ne pourrait pas l'interdire de facto, et donc elle se répandrait, et ça a des conséquences négatives. Alors comme scientifique, moi je réagis comme scientifique dans ce livre, je constate que des propos qui pour moi ont des effets bien pires que tous les propos qu'on est supposé censurer, que je cite dans le livre, on ne veut pas les censurer pour de bonnes raisons. Et en plus, il y a toujours l'histoire qu'à toutes les époques, les puissants ont toujours pu dire ce qu'ils pensaient. La défense de la liberté d'expression, comme la défense du droit international, a toujours été la défense des faibles par rapport aux forts. Le roi de France, quand il y avait un monarchie absolue, il disait ce qu'il voulait. L'Église catholique disait ce qu'elle voulait, etc. Ils ont toujours dit ils ont toujours dit ce qu'ils voulaient à l'époque. Et maintenant, évidemment, les gens comme Valls, ou je ne sais pas, M. Tesson, qui dit qu'il serait content si Dieudonné était fusillé, il dit ce qu'il veut. Alors ça, on peut considérer, enfin, moi je considère qu'il doit pouvoir le dire, mais si on voulait être des censeurs, pourquoi les censeurs ne disent pas que c'est un appel au meurtre? Ils pourraient considérer ça comme un appel au meurtre. Moi je considère que c'est trop indirect, et donc je considère qu'il doit pouvoir le dire. Mais il faut quand même se rendre compte que si on peut se réjouir de l'idée que quelqu'un soit fusillé par un peloton d'exécution sur une chaîne sur une grande chaîne, ou bien on peut faire... Enfin, je laisse au lecteur, j'espère que je ne vais pas raconter tout le livre, sinon on ne va pas l'acheter, mais je veux dire, je pense que quand on regarde ce que dit
Madame Sarraute, par exemple, sur la Shoah, en disant, voilà, regardez-nous les Juifs, on l'a vendu partout, notre Shoah, on s'est couvert d'argent, etc. Et puis les Arméniens, tout ce qu'ils savent faire, c'est s'asseoir dans la rue, ils ont eu la même chose et ils en font rien. Je veux dire, quand on entend ça, si ça c'est pas choquant, je sais pas ce qui est choquant. Alors qu'on reproche à Dieudonné d'employer des expressions comme Shoah business. Alors... Oui, c'est ça. Alors elle dit, mais nous, on s'est rempli les poches. Et alors, le journaliste, il dit, mais vous êtes adorable, etc. Je veux dire... une fois qu'on se... Alors, où on prend Proust, c'est Gaspard Proust, c'est ça, qui se moque des Palestiniens de façon absolument odieuse, et Dieudonné, il fait un sketch sur un colon israélien, alors le ciel lui tombe sur la tête, mais rien n'arrive. Et de nouveau, rien ne doit arriver à Gaspard Proust. Il peut se moquer des Palestiniens, mais il faut comprendre alors en France, et c'est ça où j'arrive à ce qui est la signification politique de mon livre, c'est qu'à partir du moment où on dit à des communautés en France, principalement les gens d'origine musulmane ou arabe, appelons ça comme ça, et les catholiques, on va vous pisser dessus, on va vous cracher dessus, vous êtes de la merde, les Palestiniens c'est de la merde, etc., etc. Et c'est vraiment à ce niveau, je veux dire, c'est vraiment... Moi je suis un croyant, donc je compte toutes les religions, mais enfin je ne dirai jamais pisser à la Madeleine comme le font les Femen et des trucs comme ça, parce que ça c'est pas une façon de critiquer la religion, une façon de provoquer les gens. Je ne ferai pas les caricatures de Charlie Hebdo, etc., ils peuvent le faire évidemment, mais je veux dire, à partir du moment où on fait ça, et puis on dit, mais... Et où le ministre de l'Intérieur lui-même, bien mais la chose, ça c'est, je ne sais pas s'il a dit sacré, il a dit, je ne sais pas quelle expression il a utilisé, mais enfin, un truc allant dans ce sens. Et où on fait des lois, la loi Guesso, qui criminalise la mise en question d'un événement historique particulier alors qu'aucun autre ne l'est, et où on condamne les gens à des peines de prison, parce que Renoir, Vincent Renoir, il était 1 an en prison. Alors justement, pour parler de la loi Guesso, justement, ce que ça condamne, c'est donc la contestation du verdict d'un tribunal militaire. Du tribunal de Nuremberg qui a été fait après la guerre pour juger les crimes nazis. Bon. Mais, comme je dis, on peut quand même distinguer entre le fait qu'on peut se réjouir de l'issue de la guerre et quand même constater que ce tribunal était un tribunal de vainqueurs jugeant des vaincus, parce que c'est un fait. Bon. Et c'est un tribunal, je cite Kennedy qui a critiqué ce truc, les présidents de la Cour suprême des États-Unis qui en temps réel ont critiqué, plusieurs Américains. Les Américains n'étaient pas tous enthousiastes pour ça, parce qu'ils voyaient que c'était un peu bizarre au point de vue droit, et évidemment ce l'était. Et donc, c'est toujours comme ça, les tribunaux exceptionnels, bon, avec une justice rétroactive, parce que finalement, il n'y avait pas de droit international tel qu'il existe après la guerre, n'existait pas avant, etc. Et donc, il y avait beaucoup de choses à discuter, dans ce tribunal, mais moi, je ne veux pas le contester, mais on peut contester certains aspects. Par exemple, ici j'ai un livre... Comme le massacre de Katyn, par exemple. Oui, mais non, même plus que ça. Par exemple, ici j'ai un livre que j'ai amené, qui est un historien anglais... et J.P. Taylor, qui s'appelle les origines de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre parfaitement révisionniste, dans le sens suivant. Il ne parle pas des chambres à gaz, il parle uniquement des causes de la guerre. Mais sa vision des causes de la guerre est très différente de celle qui a été donnée à Nuremberg, c'est-à-dire il conteste l'idée que Hitler avait un plan de domination de l'Europe ou du monde, etc. Il pense qu'il y a un enchaînement d'événements, un peu comme ce qui a mené à la guerre de 14, mais il n'y avait pas des gens, ni d'un côté ni de l'autre, qui avaient vraiment des plans de volonté de guerre, etc. Donc il est dans un sens très profond, mais c'est un auteur respecté, il est traduit en français, il n'est pas poursuivi, il ne peut pas être poursuivi. Mais d'une certaine façon, il conteste l'esprit, en tout cas de Nuremberg, qui était de mettre tout sur le dos des dirigeants allemands, dans les causes de la guerre, qui était le principal problème, puisqu'ils ont été avant tout condamnés pour avoir déclenché une guerre d'agression. Bon, moi je ne veux pas discuter de ça, je dis simplement que la discussion, là, illégale est possible. D'accord ? Il y a un point qui n'est pas possible, c'est les chambres à gaz. Et c'est en fait, les poursuites sont toujours, à ma connaissance, sur la question des chambres à gaz. Donc de Forisson, de ses disciples, etc. Bien. Et alors, évidemment, il est inévitable que d'autres personnes disent, oui, mais notre souffrance à nous. Par exemple, moi je vois des articles maintenant où les gens essaient de faire la part des choses avec Dieudonné, alors je vois des expressions du style, chaque communauté a le droit à ce qu'on reconnaisse ses souffrances. D'accord ? Mais hier, j'ai parlé à une Algérienne, je lui ai dit, mais toi, tu n'as pas souffert, tu n'as pas été torturé pendant la guerre d'Algérie, tu n'étais pas là. Et moi, je n'étais pas torturé pendant la guerre d'Algérie, je n'étais pas là. Et j'ai déporté personne pendant la guerre, je n'étais pas là, etc. Je veux dire, et toi, tu n'as pas souffert pendant la guerre, tu n'étais pas là. Le fait que vos ancêtres aient souffert, on dit, ouais, les ancêtres étaient des esclaves. Ok, mais moi, il n'y a personne qui veut rétablir l'esclavage, il n'y a personne qui veut rétablir le régime de Vichy, il n'y a personne qui veut faire des lois anti-juives, personne ne veut... Donc, je veux dire, il faut, à un moment donné, sortir de cette politique de fantasme, et où on dit chaque communauté a la propriété de ses souffrances passées, pas des souffrances actuelles.
Et où les problèmes actuels, qui sont très profonds dans notre monde, qui sont un problème économique, qui sont un problème de l'Europe, etc., sont passés sous silence et en fait ne peuvent pratiquement pas être discutés parce que dès qu'on discute 5 minutes de ça, on vous ressort Hitler. Il y a une espèce d'obsession en France, pas tellement en Belgique, par exemple, moins en Belgique, certainement pas en Flandre, en Belgique néerlandophone, absolument pas. Et ailleurs en Europe, le problème ne se pose pas dans ces termes, mais il y a une espèce d'obsession idéologique en France de ramener Hitler et l'Holocauste à peu près dans toutes les conversations, que ce soit l'immigration, que ce soit les Roms, que ce soit l'enseignement, que ce soit la construction européenne, que ce soit les guerres humanitaires, que ce soit n'importe quoi. Je le constate moi-même en discutant. Et donc, il y a... Et ça, je crois que Zemmour... Émilie Frey, je vous l'ai déjà rappelé sur le plateau de ta mais oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous avez accusé de rire avec Hitler parce que vous aviez publié sur votre Facebook une vidéo humoristique de la chute. Oui, il y a la chute, j'ai vu des cours de philosophie qui étaient parodiés dans la chute. Je veux dire, la chute, il y a cette scène célèbre d'Hitler dans le bunker et tout le monde l'a détournée. Bon, mettre la vidéo en mais je veux dire, c'est assez comique de voir que cette vidéo, bon, on peut même pas la mettre en disant, voilà, on rigole avec Hitler, parce qu'évidemment c'était Valls qui était Hitler, c'était les médias qui remplaçaient les généraux d'Hitler, etc. La punchline, c'était heureusement qu'il nous reste Hitler pour rigoler. Ouais. Oui, mais évidemment, mais c'était ironique. Je veux dire, c'est typique, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, on est tombé dans une espèce de folie. Alors, un truc que je remarque, c'est que chaque fois qu'il y a un ennemi du moment, principalement Kadhafi, Assad, Saddam dans le temps, etc., c'est toujours le nouvel Hitler. Et si on dit, mais vous banalisez pas un peu Hitler qui dirigeait un État puissant, industrialisé, avec une armée puissante, etc., qui menaçait ses voisins, etc., contrairement aux gens qu'on mentionne. Bon. Non, ça c'est jamais banaliser Hitler. Si vous dites que vous comparez les Israéliens avec les nazis, ce que moi je fais jamais entre parenthèses, mais bon, certains le font, banaliser Hitler, bien. Mais quand on dit que Dieudonné fait penser à Hitler, ce que je crois que le président du CRIF a dit, ou que ses paroles étaient comme ça d'Hitler, ce qui n'est pas vrai, alors ça c'est pas banaliser Hitler. Mais je veux dire, c'est tout le temps les deux poids deux mesures dans l'histoire de la banalisation du nazisme, parce qu'on le fait tout le temps quand il s'agit des ennemis du moment, y compris Dieudonné. Alors, on est quand même, il y a un moment donné où le ridicule devrait tuer. Je veux dire, si on considère que ces masses de jeunes Français qui sont souvent issus d'immigration, etc., et qui sont sans pouvoir, qui n'ont pas de mouvement politique, qui n'ont pas envie de créer un mouvement politique autour de Dieudonné, qui vont voir les spectacles de Dieudonné, on les traite de nazis, ou les gens qui font la quenelle, la quenelle n'a jamais été vue comme un salut nazi, ou un salut... aucun lien avant que la LICRAN décide que c'est un salut nazi inversé, que c'est sodomiser les victimes de la Shoah. Il n'y a personne. D'accord ? Personne du côté des gens qui ont fait la quenelle qui ont pensé en ces termes. Je veux dire, on se dit, mais à un moment donné, est-ce qu'on croit réellement que tous ces gens, ils veulent rétablir le Troisième Reich ? Où va-t-on chercher ça ? En fait, j'ai envie de dire, les gens qui ne supportent pas l'autoritarisme de Valls ne supporteraient sûrement pas l'autoritarisme de Hitler, Himmler et compagnie. Ou de Pétain. Et alors, même si on en trouve parmi eux qui disent oui, mais finalement Hitler c'est pas si mal, etc., on en trouve quelques-uns. Mais les types qui disent ça, ils ne savent simplement pas de quoi ils parlent. Et souvent, moi j'ai envie de dire aux gens qui soutiennent Dieu, enfin qui vont à ces trucs, ils sont en fait très anarchistes. Mais si on leur dit ça, ils disent oh, comment, non. Anarchiste, c'est pas bien, religion, catholicisme, islam, etc. Mais s'ils vivaient dans des régimes cléricaux ou dans des régimes de religion d'État, ils ne supporteraient pas 5 minutes, parce qu'en fait, ce contre quoi ils se rebellent, c'est une sorte de religion qu'on leur a imposée, et que Zemmour rappelle la religion de la République, qui est la religion de l'Holocauste. Et c'est vrai qu'on a fait, à partir du moment où on fait des lois qui interdisent d'en parler, à partir du moment où tout l'établissement se mobilise pour un simple comédien qui fait des remarques, etc., c'est l'ampleur de la mobilisation qui me choque, c'est pas le fait qu'on critique, on peut le critiquer si on veut, mais c'est pas une critique quand on a ces espèces de campagnes où tout se mobilise, l'appareil d'État, les tribunaux, le Conseil d'État, tous les médias, etc. Je veux dire, à un moment donné, il me semble que les Français doivent se poser la question, est-ce ainsi qu'on veut vivre ? Est-ce ainsi qu'on veut continuer à vivre ? Est-ce que c'est vraiment important de continuer à vivre dans la dénonciation perpétuelle des délits d'opinion, des indignations constantes, Bedos a dit ça, je veux dire, Bob Dylan a dit ça, hop, tribunal. Je veux dire, où va-t-on ? Concernant la loi Guessou, vous faites une liste des personnes qui ont été condamnées pour être passées sous le coup de cette loi. Mais vous parlez aussi de toutes les personnes qui ont écrit des choses là-dessus, qui auraient pu être condamnées par cette loi et qui ne l'ont pas été.
encore oui, là. je prends essentiellement, je ne fais pas la liste de toutes les personnes, parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a beaucoup de procès sur la Guesto, Faurisson a été condamné plusieurs fois, etc. Mais ce que je fais, et qui est peut-être la partie la plus délicate du livre, mais bon, j'y peux rien, moi je vais vous montrer les deux poids, deux mesures, c'est Gollnisch. D'accord? Alors Gollnisch, la Cour de cassation lui a donné raison, donc là je m'appuie sur la plus haute cour de justice française, on ne peut rien me reprocher. Mais il a fait une conférence de presse où il a dit en substance, tous les détails sont dans le livre, il a dit en substance que les historiens devaient être libres de discuter, pas sous le coup d'une loi, la loi Guesso. Bon. Alors il a peut-être dit de façon ambiguë, maladroite, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a deux versions de ses propos. Il y en a une qui est celle de ses défenseurs, que je donne en détail, et puis il y a celle qui était celle des journalistes dans la salle qui ont noté ce qu'il a dit. Et c'est sur la base de ce qu'ont dit les journalistes qu'il a été poursuivi. Ce que je trouve déjà discutable. Mais bon, apparemment il n'y a pas d'enregistrement de ses propos, vraiment j'en ai pas trouvé. Bien. Mais la Cour de cassation a jugé sur la base de ces transcriptions de journalistes, il a dit, il n'y a rien, elle n'a pas renvoyé dans une cour d'appel, ce qu'elle fait normalement, elle a dit, allez vous faire foutre, en gros, elle a dit ça en langage poli, mais elle a dit, allez vous faire foutre, il n'y a rien, il a couvert par la liberté d'expression, il n'a rien dit, il n'a pas contesté les crimes de guerre, il a seulement dit qu'on devait pouvoir en discuter librement, c'est pas la même chose. Bon. Au moins, eux ont fait la distinction entre le fait de mettre en question la loi et de la violer, d'accord? Si j'estime qu'on ne doit pas rouler à 180 à l'heure sur les autoroutes, c'est pas la même chose que de dépasser le 130 sur les autoroutes. C'est aussi simple que ça. Si on ne peut pas contester les lois, alors on ne sait pas comment on aurait pu abolir les lois sur l'avortement, la pilule, la contraception, etc. Je veux dire, ou la peine de mort. Je veux dire, il est évident qu'on a le droit de contester les lois et c'est tout ce que faisait Gollnisch. Et alors, évidemment, je contraste avec des historiens ou des gens qui sont considérés comme historiens. Bon, il y a deux types. Bon, il y en a un, c'est Pressac. Alors, Pressac, c'est un poème en soi, parce que Jean-Claude Pressac, c'est un pharmacien, en fait, d'origine, qui était proche de Faurisson, donc il était proche, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est vu, mais il était proche de Faurisson. Puis, il s'est retourné et il a écrit tout un livre sur la technique et les opérations des chambres à gaz, à la fois en anglais et en français. Il a été publié en anglais par la Beate Clarfeld Foundation, donc il était soutenu par les Klarsfeld, et Klarsfeld dit même à un moment donné que, ce qui me choque, je crois qu'il dit ça en 86, il dit on avait des débuts de preuves qui embarrassaient les Faurissoniens, mais maintenant on a Pressac qui démolit tout. Vidal-Naquet, à qui j'en veux un peu, parce qu'il était moi en fait, je vais dire d'où je viens. Bon, d'une part, comme scientifique, je trouve tous ces trucs inacceptables, et absurdes, il n'y a pas d'autre mot, et aussi, parce que j'ai toujours été proche de Chomsky, et que j'ai vu que Chomsky était réduit au silence pendant 20 ans en France. Et moi, quand je suis revenu des États-Unis, je voulais parler de Chomsky. Dès que je parlais de Chomsky, on disait « Ah, Faurisson. » Donc, Chomsky a écrit un texte sur la liberté d'expression qui s'est retrouvé comme avis, enfin comme préface, mais techniquement c'était un avis, au début du mémoire en défense remis par Faurisson à la Cour quand il a été poursuivi pour la première fois, donc on remonte aux années 80, au début des années 80, 81, 83. Et ça a permis de liquider Chomsky, toutes ses idées philosophiques, politiques, etc., pendant plus de 20 ans en France. Donc, moi, évidemment, comme à l'époque, j'essayais rien que d'en discuter, rien avec des amis, j'ai aucune possibilité de m'exprimer dans les médias, etc., j'ai un peu une dent, c'est pour ça que ce livre, je l'ai en tête depuis longtemps, je n'ai pas écrit ça pour Dieu donner, et c'est vrai que c'est un peu la vengeance, un plat qui se mange froid, c'est pas très joli, mais c'est vrai que moi j'ai ça sur l'estomac depuis un petit moment. Et la façon dont ils ont traité Chomsky, donc je discute de Finkielkraut, de Vidal-Naquet, etc. Mais Vidal-Naquet, il s'est aussi appuyé sur Pressac. Bien. Alors, Pressac, évidemment, c'est très comique parce que j'ai pas lu Pressac, bon, j'ai pas envie de. Moi, je ne me suis pas intéressé aux questions de fait, seulement au droit, mais il a fait une interview avec Valérie Gounet, qui est une historienne du révisionnisme en France, négationnisme en France plutôt, et elle a publié cette interview, et cette interview, elle vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Je veux dire, quand on la lit, on tombe par terre, parce que le type réduit tous les chiffres, il dit qu'il y a un facteur émotionnel qui multiplie le nombre de morts par un facteur 4, il dit que. Il conteste ce que dit Vidal-Naquet, il conteste ce que disent d'autres historiens de l'Holocauste, il dit qu'il conteste les chambres à gaz de Majdanek, enfin il conteste plein de trucs et qu'il envoie à la 17e chambre, donc la chambre d'opinion, mais en 5 minutes. Or, l'interview a été publiée en 2000, le type est mort en 2003. Certainement, le livre intéressait
le gagne de la censure, puisque c'est un livre contre les négationnistes, ne peut pas ne pas avoir vu cette interview. Pourquoi ils ne l'ont pas poursuivi? Mais parce qu'à un moment donné, Pressac était le grand héros de la lutte anti-révisionniste, anti-Faurisson. Son livre a été exhibé, Klarsfeld a dit voilà, Vidal-Naquet a dit voilà, maintenant on a l'argument définitif. Alors, moi je dis, mais l'argument définitif dans les années 80, alors que tout est basé sur Nuremberg, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et comment est-ce que Vidal-Naquet, alors, un des types que j'ai lu son livre il y a longtemps, et je l'ai apprécié, j'ai même rencontré l'auteur, c'est Arnaud Meyer, qui est un type de gauche, qui est un professeur à Princeton, qui est d'origine juive, voilà, publié à la découverte, préfacé par Vidal-Naquet, en fait, difficile de dire que c'est un nazi déguisé, et lui il dit, entre autres, il dit les sources sur les chambres à gaz sont rares et peu sûres, elles sont basées sur des déclarations, des dépositions faites après-guerre, des aveux, les sources sont pleines, il y a des contradictions, tout ça doit être analysé, etc. etc. Il fait tout un truc là-dessus. Et Vidal-Naquet le préface, et Vidal-Naquet dit on ne pourra plus dire ça après Pressac. Bon, ok, mais quand on regarde, moi j'ai pas lu les arguments de Pressac, mettons que les arguments de Pressac sont parfaits, je m'adresse simplement à la forme, je vois que quand même s'appuyer sur Pressac 40 ans après Nuremberg et voir quelles étaient les opinions de Pressac, les opinions politiques de Pressac, qui dit que l'antisémitisme c'est un délire de gauchistes, ça n'existe plus en France, etc. Ah bon, c'est pas, ok, bon. C'est ça votre Pressac? Moi je suis un peu étonné, mais bon. Et alors après, il y a Mayer, mais alors je cite aussi Van Pelt, qui est un historien tout à fait orthodoxe, et quand je dis orthodoxe, je veux dire par opposition négationniste, et qui poursuit les négationnistes. Il dit 99% de ce qu'on sait, on n'a pas les moyens matériels de le prouver. Je veux dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Et ces gens ne sont pas poursuivis. Les gens ne sont pas poursuivis, j'en cite beaucoup. Et alors, les deux poids deux mesures sont évidents. Et en plus, ce que je dis, c'est qu'évidemment, ces citations-là sont utilisées par Faurisson. Faurisson les a citées dans une conférence à Téhéran. Et évidemment, tout ça, c'est sur le net. Toutes les conférences de Faurisson, Renoir, etc. sont sur le net. Et on n'arrive pas à interdire. On poursuit les gens, mais on ne poursuit pas leurs propos. Je veux dire, depuis l'invention de l'imprimerie, la censure, c'est une opération audacieuse. Mais à l'époque d'Internet, c'est complètement suicidaire parce que vous attirez l'attention sur des propos que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas interdire la diffusion à cause d'Internet. Et donc, sauf si on fait comme les Chinois, selon Christophe Barbier, qui arrive bien à museler Internet. Ouais, mais les Chinois, à mon avis, je n'ai pas été en Chine, je ne suis pas sûr que les Chinois y arrivent. Et alors, je trouve ça comique qu'on en arrive à un point où des gens qui n'arrêtent pas de taper sur les Chinois parce qu'ils sont totalitaires et qui disent qu'il faut imiter les Chinois pour défendre la démocratie. Je veux dire, est-ce qu'ils comprennent le mot démocratie, sinon on lui a ouvert un dictionnaire, je ne sais pas. C'est pour ça que je trouve que le problème est à la fois important et pas... J'ai expliqué pourquoi il n'est pas important, mais il est important parce qu'il corrompt la vie intellectuelle, il corrompt énormément de facteurs dans la réflexion sur ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la République, ce que c'est que la démocratie, parce qu'on arrive à faire l'inverse de tout ce qu'on prétend défendre, parce qu'on est embarqué, on a mis le doigt dans l'engrenage, et puis on a tout le bras qui est avalé dans l'engrenage, et puis tout le cœur. Et ça, c'est la dynamique. Et ça, je prétends que ça, c'est la dynamique. Il y a une dynamique dans la censure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence par là, parce que Gollnisch, il fallait bien le poursuivre, parce que Gollnisch est membre du Front National, donc il est a priori suspect, ce qui revient au procès d'intention. Et puis, évidemment, si on ne poursuit pas ces gens-là, alors qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un d'exprimer des opinions révisionnistes ou négationnistes de façon détournée, par insinuation, etc., etc. Et donc, évidemment, ils sont obligés de poursuivre, mais d'un autre côté, ils ne poursuivent pas les historiens qui disent des choses qui vont beaucoup plus loin que tout ce qu'a dit Gollnisch, donc ils tombent dans le deux poids deux mesures. Et en plus, comme ces historiens s'expriment, à mon sens, de façon maladroite, moi je ne dis rien d'autre, je dis qu'ils sont maladroits, ils donnent des armes à leurs adversaires. Comme ils donnent des armes à leurs adversaires, qu'ils les utilisent, les gens qui fouillent sur Internet, etc., sont évidemment impressionnés par ces arguments. Et comme il y a des lois qui interdisent d'en discuter, ça augmente la suspicion. C'est une loi universelle. C'était comme ça que Galilée, c'était comme ça que Darwin, c'était comme ça que l'Église, c'est comme ça que Lysenko, c'est comme ça dans toute l'histoire. Chaque fois que vous interdisez un truc, ça marche un temps, le blitzkrieg médiatique, etc. Ah, les méchants, les impies, etc. Et après un certain temps, il y a des mauvais esprits, des libres penseurs, des curieux, etc. qui disent, tiens, mais c'est quoi ces propos qu'on a censurés? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et comme alors je cite un intellectuel catholique italien, Franco Cardini, qui dit, écoutez, moi je voyage, etc., je parle avec des jeunes, etc., et je vois que les révisionnistes, les négationnistes, comme il dit, marquent des points. Pourquoi? Parce qu'on ne leur répond pas. On ne leur répond pas publiquement, on leur répond, il y a des sites, je cite des sites anti-négationnistes, ça existe, mais il n'y a pas de débat contradictoire. Là où il n'y a pas de débat contradictoire, il ne peut pas y avoir de débat contradictoire, puisque pour qu'il y ait débat contradictoire, il faudrait qu'il s'exprime. Il ne peut pas y avoir de débat contradictoire, et lui il dit faisons un débat contradictoire et on annihilera tout ça. Mais on ne le fait pas parce que la loi empêche de le faire. Et donc la loi a en fait empêché les orthodoxes de répondre
aux négationnistes. C'est ça ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est pour affaiblir le point de vue des orthodoxes. Et évidemment, ça ne marche que si tout le monde est tétanisé par « Oh mon Dieu, la République est en danger », etc. Mais ça ne dure qu'un temps, parce que, bon, Faurisson, ça date des années 80, la République est toujours là, et bon... Et je veux dire, c'est évident qu'on crée un problème artificiel. Alors, en plus, je veux dire quelque chose qui est très méchant pour les négationnistes, mais sans la loi Guesso, ils n'existent pas. Sans ces poursuites, ils n'existent pas. Parce que la preuve, c'est la preuve par Butts, Arthur Butts est un négationniste américain qui a écrit un livre qui s'appelle La mystification du XXe siècle. D'ailleurs, bon, il existe sur Internet, évidemment, et il date en anglais de 1976, donc il est antérieur à Faurisson. Mais en français, il est édité à Rome. Je trouve ça comique qu'on édite des livres en français à Rome. Mais bon, au XVIIIe siècle, on éditait soi-disant des livres à Amsterdam. Ils étaient imprimés à Paris. Hein, je veux dire, ça ne veut rien dire. Mais je veux dire, ça montre comment ça fonctionne. Et bon, le type est totalement inconnu aux États-Unis. Tout le monde s'en fout. Je veux dire... et donc, je veux dire, ce qui est aussi terrible, c'est qu'on a créé une problématique qui est totalement artificielle. Parce que, prenons aux États-Unis, prenons des questions qui, moi, m'intéressent. Ce n'est pas l'histoire, c'est l'utilisation politique de l'histoire. Et le fait que toutes sortes de débats sont, par exemple, en particulier, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ingérence, la guerre, l'impérialisme, etc., bon, sont interdits. Mais aux États-Unis, il y a eu un mouvement populaire réel, bon, lié à, peut-être limité à certaines élites, mais quand même assez important, contre la guerre en Syrie. Et il y a manifestement tout un secteur de l'opinion qui veut négocier la paix avec l'Iran. Les gens qui s'y opposent, ce sont les défenseurs des droits de l'homme et le lobby pro-israélien. Ça, c'est évident. Bon, il y a une espèce d'alliance de fait et ils attaquent. Bien. Mais dans ce débat aux États-Unis, dans les gens qui mènent le combat pour plus de paix, plus de négociations, etc., il n'y a jamais personne qui mentionne les chambres à gaz. Il n'y a jamais personne qui mentionne les Juifs. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu donné. Il n'y a rien. Tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Enfin, il y a Butts, mais Butts, il ne fait pas partie du débat. Pourquoi? Mais parce que les Américains, et ça, je le reconnais aux Américains, mais les Français étaient comme ça avec Robespierre ou avec Voltaire, etc. Ils ont cette étrange idée de faire la distinction entre la parole et l'action. Et comme ils laissent les paroles libres et ils répriment seulement les actions, en principe en tout cas, il n'y a pas ce genre de débat, il n'y a pas ce genre de faux débat. Et donc moi je pense qu'il y a une énergie énorme qui est dépensée dans les deux camps, parce que évidemment, on se cristallise alors sur la question de questionner la Shoah, etc., parce qu'on se cristallise sur la parole. Et aussi, je ne vois pas de pays, par exemple, moi je vis dans un pays qui a été déchristianisé, on va dire, en tout cas par partenaire anglophone du pays dans les années 60, mais moi je vois personne qui a envie d'aller pisser sur l'équivalent de l'hôtel de la Madeleine. Je ne vois pas cette volonté de provoquer les croyances des uns tout en sacralisant les croyances ou les certitudes ou les vérités des autres. Je veux dire, je ne vois pas ça. Et donc, je trouve que tout est mal. Enfin, il y a un débat qui est complètement, comment dirais-je, enfin, au lieu de parler des problèmes réels, on se focalise sur les symboles, et en fait, on n'aborde même pas les problèmes réels, même dans l'opposition, parce que quand il y a l'histoire de la guerre avec la Syrie, il n'y a pratiquement pas d'opposition. Alors qu'il y en a en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où là, il n'y a personne qui parle de la Shoah, ou même, enfin, je veux dire, le débat est entièrement politique. Et donc, pour sortir du débat identitaire et revenir à des questions politiques réelles, il faut rompre avec la logique de la censure. Ça, c'est mon message. Mais moi, mon intention est purement politique. Alors justement, à l'époque où ces textes ont été adoptés, notamment pour la loi Guesso, il y a eu quand même d'assez vifs débats. On a vu des gens qui étaient tout de même contre, notamment, vous décrivez dans le livre des gens de la droite, mais dont Jacques Chirac, mais une fois que ces gens ont été au pouvoir, aucun n'a abrogé cette loi. Le plus intéressant, c'est Toubon qui est devenu garde des Sceaux donc après, qui était dans l'opposition à l'époque et qui a dit à Claude Lefort, qui était un député communiste à l'époque, il a dit en 1936, il y a un type qui s'appelait Staline, il a fait exactement ce que vous avez fait, ça s'appelait les procès. Bon, c'est un peu excessif comme comparaison, mais ce qui est comique, c'est quand il est revenu aux affaires, il a dit ah, non, mais maintenant ce serait abolir la loi, ce serait donner un argument négationniste. Mais il ne comprend pas que ce serait une défaite pour un négationniste, ça ils ne veulent pas comprendre. Enfin, ce serait une défaite dans le sens qu'il deviendrait inimportant. Et il n'y aurait pas tous ces conflits, parce que, évidemment, comme on crache tout le temps au visage des musulmans, il est normal que les élèves musulmans, et ça on le voit, il y a assez de gens qui se plaignent de ça, il y a ça en Belgique aussi, ils lisent Garoudi. Garoudi s'était converti à l'islam, il a été condamné, donc déjà, il a l'air sympa, on va dire, pour les gens qui sont musulmans. Et donc, évidemment, ils lisent Garoudi. Garoudi a été condamné pour négationnisme, puis on lit Garoudi, on lit Faurisson, on regarde Renoir,
on regarde des trucs et tout ça, on peut le faire. Donc les gens, on ne peut pas empêcher un adolescent de 15 ans de surfer sur Internet. Il n'y a personne qui va empêcher ça. Donc forcément... En tout cas, il y en a qui y travaillent. Hein. On a vu, Quoi il y en a qui y travaillent. On a vu notamment une tribune de l'ancien président de l'UEJF, Jonathan Ayoun, qui était aussi en faveur de la censure. On a vu que le CRIF avait récemment fait un communiqué comme quoi ils avaient adressé un courrier à Google, Facebook, YouTube, afin de censurer les contenus soi-disant antisémites. C'est vrai que Internet, peut-être ces prochains mois et ces prochaines années, risque de ne plus devenir cet espace de liberté, ou en tout cas que ce soit plus restreint qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai, mais moi je ne connais pas la situation technique suffisamment bien pour savoir si c'est possible ou pas. Mais le problème, c'est que je ne crois pas qu'ils vont arriver à faire ça dans toute l'Europe. Et si les gens peuvent aller en Suisse ou en Belgique chercher des contenus illicites et les ramener en France, je veux dire, c'est la même chose que... Vous savez, quand il y a eu la... Alors ça, c'est un exemple que je trouve intéressant sur la censure, c'est que... Parce que moi, en fait, c'est encore une remarque qui plaira à personne, mais ça me rappelle très fort le catholicisme de ma jeunesse, quoi. Quand j'étais jeune, évidemment, en Belgique, une partie de la Belgique, en tout cas l'Église catholique, avait une importance très grande. Alors, au Québec, c'était pareil, en Italie, c'était encore pire. Alors, ils interdisaient les pièces qui ne leur plaisaient pas, les films qui ne leur plaisaient pas, ils faisaient exactement comme on fait que Dieu donnait, sauf que c'était autre chose. Et alors, c'était des cris, oh, comment cacher ce sein, je ne saurais voir. On ne parle pas même de sein, on parle de cheveux longs pour les garçons, des trucs comme ça, mais tout ce qui choquait la morale, etc. Et quand on prend le film La religieuse de Jacques Rivette, qui est basé sur un roman de Diderot, qui est quand même un classique de la littérature française, on peut dire, voilà, le régime gaulliste a voulu l'interdire en 66, il l'a interdit, bon, ça a été autorisé en 67, et un an après, il y avait mai 68, donc là, tout partait, bon, mais, je veux dire, quand on voit ce film, je me suis forcé à voir ce film, je le trouvais assez ennuyeux, mais il est très très prude comparé à La vie d'Adèle, donc, je veux dire, on se rend compte que les censures sont mortelles, et que, évidemment, je me rappelle, moi j'étais gosse à l'époque, mais que les Français venaient voir le film en Belgique, parce qu'il était visible en Belgique, et donc, c'est quelque chose, ça ne peut pas marcher à l'âge d'Internet, cette histoire. Et donc, s'ils veulent vraiment censurer, alors les gens vont aller à l'étranger, ils vont prendre des cassettes, ils vont les vendre, etc. Les gens vont regarder sur les cassettes sur l'ordinateur. Ça ne va jamais marcher, ce truc. Je veux dire, c'est vraiment une... C'est vraiment... Alors ça, c'est la dernière partie de mon livre, c'est ce que j'appelle la gauche morale. C'est que, avec l'échec du programme commun, on pourrait discuter, moi je renvoie à Chevènement là-dessus, bon, mais mettons, bon, on peut discuter des raisons de l'échec du programme commun. Donc, quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, à partir de 83, ça tourne en la rigueur, puis on va de plus en plus loin dans ce qu'on appelle le néolibéralisme, etc. Et ça ne cesse de continuer, parce qu'il y a le tournant, maintenant, soi-disant social-démocrate de Hollande, n'a jamais été socialiste, enfin bref. Je veux dire que le tournant est pris depuis longtemps, et donc on a abandonné les questions socio-économiques, et il a fallu se donner un but. Qu'est-ce que c'est que d'être de gauche, puisqu'on est d'accord avec la droite sur les socio-économiques. Alors on a inventé, et je dis inventé dans le sens ça s'est créé à l'époque, je ne dis pas que ça a été planifié, mais l'antiracisme et l'antifascisme. On a accusé la droite d'être raciste, d'être fasciste. Fasciste, c'était complètement imaginaire, même pour le Front National, il n'y a pas de mouvement fasciste au sens historique. C'était un théâtre, pour paraphraser. Oui, Jospin a dit que c'était que du théâtre, mais c'est évident qu'au sens de... Évidemment, après 68, on appelait fasciste tous les gens qu'on n'aimait pas. Donc dans ce sens-là, on peut appeler fasciste le Front National si on veut. Mais si on pense au sens historique du terme, l'instauration de la dictature d'un parti unique, moi je ne les vois pas faire ça, vouloir ça, etc. Bon. Or, Mussolini, Hitler, Franco, etc., c'était ça. Bon. Donc, le mot est inapproprié. Alors l'antiracisme, ça c'est plus subtil. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit au début, les gens ont des sentiments identitaires. Ils ont des sentiments que leur communauté, d'une certaine façon, a raison par rapport à l'autre. C'est eux qui sont des bons, la France est ci, ou les Arabes sont ça, etc. Les Juifs sont intelligents. Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes d'opinions dans les différents groupes humains qui ont tendance à se voir positivement et négativement les autres. Si c'est ça le racisme, alors, je cite De Gaulle qui, dit-on devant le slogan « Mort au con », aurait dit « Vaste programme ». Si on veut l'éradiquer, si on veut éradiquer ce sentiment humain, vaste programme. Je ne vois pas comment on va faire. Et en fait, je cite certaines organisations antiracistes qui luttent contre l'antisémitisme, qui se plaignent sans arrêt que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais si ça monte tout le temps, d'abord ça peut pas avoir monté depuis l'âge des cavernes, mais si ça monte tout le temps, elles ne se posent pas la question de savoir si peut-être leur poursuite incessante, leur dénonciation, leur campagne de haine, etc., ne font pas monter le racisme et l'antisémitisme plutôt que de le combattre. Il n'y a pas moyen à un moment donné de se poser la question, ou de regarder à l'aune de l'histoire. Les régimes communistes luttaient contre l'anticommunisme, et l'anticommunisme montait. Les régimes cléricaux ont lutté
contre l'anticatholicisme, là où ils étaient pour l'antiprotestantisme, là où ils étaient forts, et ils l'ont fait monter. Et est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, à un moment donné, de l'efficacité de leur tactique? Mais évidemment, c'est ça ce qui a créé la gauche morale, c'est-à-dire une gauche qui fait la morale au peuple. D'accord? Moi, j'aime bien la phrase de Régis Debray qui dit la morale, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même, pas quelque chose qu'on fait aux autres. Et je veux dire, c'est irritant comme tout, et c'est catastrophique, parce qu'évidemment, maintenant, on dit, ah, mais le principal parti dans la classe ouvrière, c'est le Front National, ben, à quoi vous attendiez? Je dis, vous laissez tomber sur le plan socio-économique, vous vous dites, on ne peut rien faire, marché libre, crever, délocalisation, on ne peut rien faire. Et puis après, mais attention, ne soyez pas homophobe. Je veux dire, c'est de la folie furieuse, cette histoire. Je veux dire, en plus, il n'y a personne, par exemple, qui réclame des lois criminalisant l'homosexualité ou des lois instaurant des quotas sur tel groupe, etc. Il y a des sentiments d'appartenance qui sont effectivement discriminatoires d'une communauté par rapport à une autre. Si quelqu'un sait comment l'abolir, moi je pense que le mieux serait des modifications génétiques de l'être humain, mais je ne vois pas très bien comment faire. Je veux dire, je rigole, mais je veux dire, il faut vivre avec le fait que les gens doivent coexister, ils ne doivent pas s'aimer, je veux dire, ils doivent coexister. Par exemple, la laïcité, c'est ça, la laïcité, c'est vous engueuler tant que vous voulez, les théologiens protestants, catholiques, etc., ils racontent ce qu'ils veulent, l'État n'intervient pas. Et moi je dis, l'État ne doit pas intervenir dans un conflit communautaire, dans un conflit identitaire. Or, il intervient avec la criminalisation, avec la liberté d'expression mise au pinacle quand il s'agit d'insulter les catholiques et les musulmans, la criminalisation de tout ce qui touche à la Shoah, à l'identité juive, etc. Je veux dire, si l'État continue à intervenir, il exacerbe les tensions, exactement comme un État qui dit le catholicisme c'est la bonne religion ou le protestantisme c'est la bonne religion, exacerbe les conflits entre religions. Ça c'est le message final du livre. J'espère qu'il sera accepté comme au moins terrain de débat, mais le climat que j'essaie de combattre étant ce qu'il est, je ne m'y attends pas, je m'attends à des attaques hystériques, mais moi... je veux bien des attaques hystériques, mais je voudrais aussi que certaines personnes le lisent. Je pense que beaucoup de gens qui le liront, peut-être des gens qui le liront, le trouveront trop modéré. Il est très modéré. Je dis ça dans la 4e de couverture. Et qu'est-ce qu'il y a de radical à dire ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de radical à dire ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme? En écrivant ce livre, je me dis, mais c'est pas moi. Moi, d'habitude, je suis plus radical. Je dis, comment est-ce que je peux être aussi bourgeois que ça? Je dis, comment est-ce que je peux en arriver à défendre les principes de la Révolution française? Est-ce qu'on est obligé de défendre les principes de la Révolution française? C'est pas quelque chose d'acquis? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose? Mais non, il me semble qu'on doit revenir là-dessus parce qu'il faut sortir des débats identitaires et des débats... voilà. Eh bien, Jean Bricmont, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Je rappelle que vous êtes donc belge, professeur de physique, et que vous êtes récemment l'auteur du livre Les censeurs contre la République, qui est édité aux éditions de Lerne. Très bien, écoutez Jean Bricmont, à très bientôt. Merci beaucoup.